c'est important parce que plus on va le planifier à l'avance, plus on va l'enregistrer à l'intérieur de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, et plus on va être prêt, en fait, psychologiquement, même inconsciemment, à tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Bonjour, je suis Xavier Jalleran et bienvenue dans ce 28e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, j'accueille Mathilde et Guillaume de Clairière et Canopée, avec qui nous parlons de jeûnes longs. Ces jeûnes de 5 jours ou plus qui sont très bénéfiques pour la santé. Et nous voyons ensemble en quoi le jeûne est intéressant sur le court et le long terme, et il nous donne de nombreux conseils et bonnes pratiques pour qu'un jeûne se passe dans les meilleures conditions possibles. 2 points avant de lancer notre conversation. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en allant sur le lien suivant extraform.fr/28. Et le deuxième, c'est que vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles plus un commentaire sur iTunes. Chacune de ces actions m'aide à faire connaître ce podcast et diffuser son message, donc je compte sur vous. Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Mathilde et Guillaume et soyez les bienvenus dans le podcast. Merci. Alors Mathilde, tu es naturopathe, experte en détox et professeure de yoga, et à tes côtés se trouve Guillaume qui est accompagnateur en montagne et qui est aussi expert en détox. Alors vous êtes tous les deux à la tête de Clairière et Canopée, qui est un organisme qui propose des cures de jeûne, de détox et de randonnée. Alors avant de parler de tout ça plus en détail, est-ce que vous seriez d'accord pour nous en dire un petit peu plus sur votre parcours dans cet univers du bien-être en général et du jeûne en particulier ? Oui, bien sûr. Je vais commencer. Moi, je suis arrivé par là un petit peu par cheminement personnel où au départ j'ai expérimenté le jeûne parce qu'un ami en a entendu parler, il a eu envie d'essayer, donc c'était plutôt par curiosité. On a fait ça une première fois, un petit peu comme des débutants. Au départ, on était chez nous dans une colocation avec plein de copains étudiants, des personnes qu'on accueillait en couchsurfing. Donc c'était plutôt une ambiance de colocation et on s'est très vite rendu compte pendant notre première expérience que c'était un petit peu compliqué dans ces conditions. Il y avait des gros repas, il y avait plein de monde qui passait à la maison. Donc très vite on a compris qu'il fallait que l'on s'isole. Ce qu'on a fait dès notre premier jeûne, on est parti pour le finir à la campagne. Et malgré ça, ça nous a fait beaucoup de bien. On a décidé de recommencer avec cet ami l'année suivante et à ce moment-là, on s'est un petit peu plus informé, on a acheté un livre, on a commencé à comprendre comment ça fonctionnait, s'informer sur le sujet, et on s'est rendu compte que il fallait l'accompagner avec de la marche, que c'était intéressant d'être plutôt dans un endroit où il n'y avait pas trop de sollicitation, et puis comme ça, d'année en année, soit avec cet ami, soit seul, j'ai continué à jeûner, et c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans mes habitudes pour me sentir bien sur l'année. C'est devenu un peu un équilibre. Après ça, j'ai un petit peu quitté, enfin pas quitté, mais j'ai vécu pas mal d'autres expériences. Je suis parti voyager. En rentrant de voyage, j'ai monté un food truck bio-végétarien, donc j'étais toujours dans le domaine de l'alimentation. Puis ma passion première pour la montagne commençait à me manquer, donc j'ai passé mon diplôme d'accompagnateur en montagne, ce qui m'a permis de directement travailler avec des organismes qui accompagnent des jeûneurs dans des séjours des cures de jeûne et randonnée. Et après plusieurs années d'expérience, avoir suivi plus de 3000 personnes, on s'est dit avec Mathilde, qui va se présenter juste après, qu'on avait envie de créer nos séjours qui nous ressemblaient. Et donc c'est pour ça que on a créé Clairière et Canopée. Puis ça permet d'allier, en tout cas pour moi, toutes mes expériences, à la fois dans le jeûne, dans la cuisine saine, dans l'accompagnement en montagne, et de pouvoir compiler tout ça dans un projet qui a du sens pour nous. Parfait. Mathilde ? Moi, c'est une histoire peut-être un petit peu moins personnelle qui m'a amenée sur le chemin du jeûne. Tout simplement, en fait, j'ai terminé mes études de naturopathie par un stage dans une structure qui était spécialisée dans la détox, dans le jeûne, plus particulièrement jeûne et randonnée. Et voilà, j'ai travaillé 3 ans là-bas, donc ça a été une autre école pour moi, une nouvelle école de naturopathie suite aux 2 écoles que j'avais déjà suivies.
Et puis ça m'a permis d'abord d'expérimenter, de comprendre, de vivre le jeûne, d'accompagner des jeûneurs, des jeûneuses et d'observer à quel point cet outil naturel, millénaire et très simple pouvait améliorer la santé de beaucoup, en tout cas permettre à beaucoup de rester en bonne santé. Donc je l'ai mis en pratique moi et ça m'a décidé avec Guillaume de créer cette structure Clairière et Canopée pour permettre aux gens de vivre l'expérience à leur tour. Ok. Alors bon, c'est cool parce que maintenant, du coup, vu qu'on en sait un petit peu plus, on va pouvoir parler du sujet du jour. Mais juste avant ça, et d'ailleurs, ça va m'amener naturellement à la première question, c'est que aujourd'hui, vous proposez donc ce qu'on appelle des jeûnes longs, donc ce qui est différent parce qu'en fait, il y a déjà eu un épisode du podcast où on parlait du jeûne intermittent qui lui va durer en général quelques heures, mais potentiellement tous les jours. Du coup, peut-être ma première question, c'est d'ailleurs à partir de combien de temps on considère qu'on passe d'un jeûne court, entre guillemets, à un jeûne plus long? En général, on va parler de 5 jours, parce qu'en fait, sur les 3-4 premiers jours, on va être sur... il y a différentes phases et différentes étapes dans le jeûne. Au départ du jeûne, on va d'abord vider nos réserves de sucre, qui sont directement disponibles ou de manière un petit peu plus indirecte, mais qui sont disponibles. Et c'est seulement au bout de 4-5 jours qu'on a vraiment vidé toutes ces réserves et que l'on va passer sur un autre système de production d'énergie, comme on a toujours besoin de produire de l'énergie, mais qu'on n'en a plus directement disponible dans notre corps. Et c'est là que commence le jeûne long, avec cette deuxième phase qu'on appelle l'autolyse ou la néoglucogénèse. Mais là, je rentre dans le domaine de la naturopathie, donc c'est plus Mathilde qui peut en parler mieux que moi. Ouais, le jeûne long, tu parlais du jeûne intermittent où on est vraiment sur une période de jeûne de quelques heures, quoi, de 10 c'est ça. Ou 14 heures. Quand on jeûne une journée, c'est vrai qu'on met vraiment le système digestif au repos et c'est en ça qu'on gagne en énergie. Si tu jeûnes 5 jours, ça a vraiment d'autres indications. On commence à avoir des effets sur les pathologies inflammatoires, sur les allergies, sur le système immunitaire. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes indications. Et c'est vrai qu'ici, nous, on propose ça. On propose un jeûne long. Ouais. Alors, d'ailleurs, on propose la plupart du temps, parce que c'est vrai qu'on fait également des week-ends de jeûne, et pendant lesquels d'ailleurs on conseille plutôt de faire une cure de jus ou de smoothie, mais il y a certaines personnes qui décident de jeûner. Et donc là, ça a d'autres intérêts. En tout cas, on n'a pas tous les intérêts du jeûne long, mais on commence à avoir certains intérêts. Oui, c'est ça. C'est que en fait, après le jeûne, effectivement, si on commence à arriver, les effets vont varier en fonction de la période qu'on fait, mais dans l'absolu, que ce soit même 24 heures ou 48 heures ou un petit peu plus, déjà on a un certain nombre de bénéfices qui se manifestent sur le corps et même en tant que, en ressenti en tant qu'individu, quoi. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que le jeûne intermittent, il a vraiment de l'effet si on va le répéter régulièrement, si ça devient un petit peu comme une routine de vie, qu'on va faire ça, admettons, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, alors que le jeûne long, lui, ça va plutôt être quelque chose qu'on va faire de manière annuelle, voire biannuelle, si on sent que on en a l'énergie et que ça va pas créer de carence, qu'on se sent toujours bien derrière. Mais voilà, on fait pas ça sur les mêmes rythmes, c'est pas le même but. Donc les deux vont avoir un effet bénéfique, mais ça reste des démarches différentes. Ouais, et puis qui peuvent être parfaitement complémentaires en plus. Donc c'est ça qui est cool, quoi. Ouais, exactement. Alors justement, c'était une de mes questions et là, moi, tu y as un peu répondu, mais peut-être qu'il y a peut-être plus de choses à dire sur le fait que est-ce que justement vous recommandez de faire des jeûnes une fois dans l'année, 2 fois, et pourquoi peut-être pas plus ou pourquoi Pourquoi peut-être pas plus? C'est ça que tu as dit, ça a coupé un petit peu. Ouais, est-ce qu'il y a une recommandation de jeûne? Alors, imaginons qu'on parte sur cette idée de faire un jeûne long, on va dire de 5 à 7 jours, imaginons. Ouais. Ça, vous recommanderiez de le faire combien de fois dans l'année? Si on est avec quelqu'un qui va bien et qui a une vitalité suffisante pour jeûner 1 fois, 2 fois dans l'année, c'est bien. Il y a des saisons qui sont vraiment
idéales pour le jeûne, qui sont, on va dire, physiologiques pour le jeûne. C'est le printemps et l'automne. Donc, si on est avec quelqu'un qui va bien, qui a pas de problème particulier, on va recommander ça 1 à 2 fois. Maintenant, c'est vrai que ça peut pas être une panacée, c'est-à-dire que ça peut pas être un outil qui est bon pour tout le monde en tout temps, et qu'il faut vraiment savoir à qui on a affaire, qui est pas un état déminéralisé, qui est pas une vitalité insuffisante, et auquel cas on peut pas proposer ça 1 à 2 fois par an. Et ça nous arrive souvent sur nos séjours de recommander de passer à un autre type de cure que le jeûne, parce que ça va pas être adapté cette fois-ci. Donc voilà, en règle générale, disons 1 à 2 fois par an, au printemps et à l'automne, si on va bien et qu'on veut se maintenir en bonne santé, qu'on veut se drainer un peu, se nettoyer un peu, parce qu'il y a des effets très nettoyants dans le jeûne. Voilà, à condition qu'il y ait la vitalité suffisante pour amorcer ce nettoyage-là, parce que c'est quand même assez éprouvant un jeûne, et il faut pas arriver fatigué, quoi. Ouais, clairement. Alors du coup, peut-être parce qu'on n'en a pas parlé, et ça va peut-être donner d'autant plus l'envie aux personnes qui nous écoutent d'en savoir plus sur cette pratique, c'est est-ce qu'on peut commencer par justement parler des bénéfices majeurs qu'on peut attendre, on va dire, de cette pratique? Oui. Donc sur un jeûne long, les principales indications concernent les troubles métaboliques. Donc on va avoir des améliorations sur les diabètes de type 2 évidemment, parce que les diabètes de type 1 on n'y touche pas quand c'est une contre-indication formelle au jeûne complet. Sur les problèmes liés au cholestérol, à l'hypertension. Donc, on a vraiment des beaux résultats sur la tension. Par exemple, les personnes qui sont hypertendues, en général, voient leur tension baisser de manière assez durable. Au moins, sur les 6 mois qui suivent le jeûne, on a une tension qui s'améliore. Et puis, on a un effet assez intéressant aussi sur les allergies, donc les allergies environnementales. Ça, c'est un petit peu une question hormonale qui se joue là, avec la sécrétion de cortisol et d'histamine qui est beaucoup régulée pendant un jeûne. Ensuite, on va avoir des beaux résultats aussi sur les pathologies inflammatoires, notamment articulaires. Il y a pas mal de pays dans le monde où on vient jeûner essentiellement pour les problèmes articulaires et rhumato aussi. Voilà. Et puis sinon, simplement pour se faire du bien, pour se mettre au vert, pour soulager le système digestif, pour restaurer le système immunitaire. Mais en tout cas, voilà, les grandes indications en jeûne, c'est celles que je viens de citer là. Et puis, il y a aussi l'aspect anxiolytique du jeûne et antidépresseur aussi, où il y a encore beaucoup de pays dans le monde où on jeûne pour ça, mais pour ça, il faut des structures médicalisées. Il faut suivre un petit peu l'état psychologique des personnes qui sont en jeûne, mais il y a beaucoup de pathologies de ce type qui sont améliorées par le jeûne, par des jeûnes un petit peu plus longs. Souvent, 5-6 jours, ça suffit pas pour voir une amélioration sur ce plan-là, mais les améliorations sont redoutables. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une notion de bien-être à la fois sur le court terme, mais aussi sur le long terme, quoi. C'est quelque chose, c'est un double effet qui se coule, quoi. Ouais, alors, ce qui est important pour compléter, c'est que là, Mathilde a pas mal parlé des effets physiologiques et on va dire médicaux entre guillemets, mais il y a également beaucoup de personnes qui viennent ou alors qui ressentent des effets sur le plan, on va dire psycho-émotionnel, c'est-à-dire que après un jeûne, souvent on change le rythme, on ralentit, on dépose un petit peu le mental, et puis l'effet physiologique du jeûne va aussi amener ça, le fait que le mental va être moins présent, et ça va faire comme une décantation, comme si le mental va se décanter, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit peu plus de clairvoyance, on va être plus connecté, on va dire à notre instinct, à nos intuitions, aux choses qui vont être justes et moins être embrouillées par le mental. Et on a beaucoup de personnes qui le ressentent, et même des personnes qui viennent jeûner en priorité pour ça, pour ressentir cet effet. C'est-à-dire qu'ils vont pas chercher à perdre du poids ou à aller mieux physiologiquement ou à renouveler leur système immunitaire, mais en priorité à trouver cette clarté mentale. Ouais. Bah après, moi, du coup, je peux partager aussi un peu mon expérience, que c'est des choses, alors que j'ai pas été amené à faire dans un
voilà, dans un cadre très structuré finalement, puisque c'est quelque chose que j'ai expérimenté voilà, chez moi, et c'est vrai que, et ça peut paraître peut-être un peu contre-intuitif aux oreilles des gens qui nous écoutent, mais effectivement on gagne de la clarté, on gagne enfin, en termes de concentration, il y a vraiment une différence, je trouve, entre le moment où, bah voilà, passer les quelques jours où t'as jeûné et tu te rends compte que finalement, tu pourrais croire que tu serais plus fatigué avec l'esprit un peu plus endormi, mais finalement, c'est pas du tout le cas, quoi. Alors parfois, ça arrive après le jeûne. On va pas forcément le ressentir pendant parce que on reste avec une glycémie qui est assez faible pendant le jeûne, de fait, et donc on peut se sentir fatigué, on peut se sentir un petit peu au ralenti, sentir que notre cerveau fonctionne moins bien pendant le jeûne, et ça c'est normal, on manque de sucre. Mais c'est souvent après, quand on fait la reprise alimentaire, et ça on va sans doute en parler, quand on fait une bonne reprise, et c'est là qu'on va sentir les bienfaits à ce niveau-là. Alors vous avez parler, enfin en tout cas ça a été évoqué tout à l'heure, le fait que donc il y a le fait de jeûner complètement. Enfin la question c'est du coup quels sont les différents types de jeûne ou de cures qui existent et qu'on peut expérimenter. On a le jeûne hydrique, donc où l'idée c'est de ne boire que de l'eau. Nous, ce qu'on propose, c'est un autre type de jeûne où on apporte des bouillons de légumes le soir. Donc c'est plus une infusion de légumes qu'un bouillon de légumes parce que c'est cuit à tout petit feu de sorte que les minéraux et les vitamines sont un peu préservés, et on sert ça le soir à nos jeûneurs. Donc c'est un petit peu différent du jeûne hydrique parce qu'il y a un tout petit apport quand même. Et puis sinon on passe ensuite à la cure de jus frais préparé à l'extracteur de jus, où là évidemment il y a un apport vitaminique qui est énorme et on est un petit peu moins dans les on va aller puiser un petit peu moins fort dans les réserves. Donc c'est un jeûne qui est quand même plus confortable. Ça reste un jeûne puisqu'il n'y a aucune fibre, il y a l'intestin qui travaille pas du tout, mais il y a un apport par le biais des jus. Donc ça c'est un jeûne qui est plus ou moins facile et qui est très détoxifiant et qui est en même temps très reminéralisant parce que la quantité de minéraux contenus dans les jus est vraiment une belle action sur l'organisme. Et ensuite, on passe à ce qu'on appelle des monodiètes. Donc, il va y avoir la monodiète de pommes si on est bien avec ce fruit-là qui est pratique parce que on peut vraiment décliner la pomme de plein de manières différentes. Donc, ça peut être de la compote, ça peut être de la pomme crue, ça peut être de la pomme au four, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, tout au long de l'année, on peut varier les cures de monodiète. L'hiver, ça peut être du riz, ça peut être simplement une journée ou une cure avec de la soupe. Ça peut être le melon l'été. Et puis, voilà, en tout cas, ouais, on est le jeûne et la monodiète, c'est ce qui va être le plus nettoyant pour le corps. Après, on peut toujours se faire une petite détox comme on est en train de faire en ce moment avec uniquement des fruits et des légumes. Donc, on mange 3 fois par jour, mais sans lactose, sans gluten, sans protéines animales, sans sucre, sans tout ça. Et ça reste quand même de la détox. Ouais. Et du coup, c'est en fonction des profils des personnes qui vous contactent que vous déterminez justement quel type de cure ces personnes vont faire. Ouais, on essaye de faire ça, on essaye d'être vraiment là-dedans. Après, c'est vrai quand on organise une semaine de jeûne, ça, d'un point de vue logistique, c'est pas toujours facile de cuisiner et pour nous et pour les jeûneurs. Donc, on essaye de rester dans du jeûne. Donc, mais ça peut être du jeûne au jus, ça peut être une cure de smoothie. Donc là, il y a des fibres, c'est vraiment consistant, c'est vraiment nourrissant. Ça permet de pas perdre de poids tout en étant dans de la détox aussi. Ouais, bien sûr, on essaye d'adapter. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas jeûner en fait, qui prennent des médicaments ou qui ont pas la vitalité suffisante, qui sont qui doivent absolument pas perdre de poids. Donc là, on réoriente et on propose autre chose. Et du coup, justement, c'est peut-être aussi intéressant de se poser la question de quels sont les profils de personnes qui justement ne peuvent pas aller dans cette voie-là parce que c'est pas adapté. Je pense, par exemple, l'exemple qui me vient en tête, peut-être classique, mais une femme enceinte, c'est peut-être pas recommandé qu'elle jeûne pendant je ne sais combien de jours. Oui, il faut pas qu'elle jeûne, la femme enceinte. Voilà, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a d'autres cas de figure un peu similaires à ça?
Oui, il y a d'autres cas de figure. On essaye d'éviter de faire jeûner les personnes qui prennent des médicaments. Donc, tout dépend des médicaments qui sont pris, mais c'est vraiment pas recommandé de jeûner quand on est en traitement. Pourquoi? Parce que le foie, l'organe, est très engagé dans le processus de détox et il est très engagé aussi dans le métabolisme, dans la dégradation, si on veut traduire métabolisme des médicaments. Donc, il faut le laisser un peu tranquille là quand il est dans ce travail-là de dégrader les médicaments. Donc, on va pas le faire jeûner en plus. Voilà, il y a vraiment des contre-indications formelles. Les personnes qui sont atteintes de problèmes de thyroïde aussi, c'est une contre-indication formelle. Et puis, ouais, tu dis quoi? Le diabète de type 1. Oui, le diabète de type 1. Et il y en a pas énormément des contre-indications formelles, mais il y en a quelques-unes. Puis nous, on fait vraiment attention à ce que ça s'adresse aussi à des personnes qui soient, entre guillemets, équilibrées psychologiquement, parce que pendant un jeûne, il peut y avoir des étapes un petit peu compliquées, des moments lâcher prise, il peut y avoir beaucoup d'émotions qui remontent, il peut y avoir des phases de la vie qui nous reviennent en plein visage comme ça, et nous on n'est pas vraiment outillés pour gérer des crises émotionnelles trop grandes, donc on fait vraiment attention que ce soit plus ou moins stable là sur le plan psychologique quand même. Est-ce que c'est une pratique aussi qui s'envisage avec des enfants, je sais pas, des adolescents peut-être? Des adolescents oui, des enfants non. Mais des adolescents, oui, ça pourrait. En tout cas, en fin d'adolescence, vers 16-17 ans, il n'y aurait pas de problème à ce que le jeûne se pratique. Mais plutôt, on est plutôt dans une phase de croissance. On a besoin des minéraux, on a besoin des vitamines, on a besoin de tout ça. Et... Là, on va plutôt éventuellement faire des cures de jus ou de smoothie. Puis, il faut bien vérifier, encore une fois, l'état psychologique de la personne. Et souvent, à l'adolescence, il peut y avoir un rapport qui peut être plus compliqué avec l'alimentation. Donc, on va vraiment faire attention à ça, on va être prudent. Mais oui, on va dire plutôt jus et smoothie pour des adolescents. Ok, ça marche. Alors, de par expérience, et vous me contredirez ou pas, je sais pas, mais il y a vraiment 3 grandes étapes quand on décide de faire un jeûne. C'est le avant, le pendant et le après. Alors du coup, je vous propose de qu'on prenne l'exemple d'un jeûne, donc un jeûne hydrique pendant 5 jours. Quelles seraient vos recommandations justement des choses qu'on peut faire avant pour se préparer correctement au jeûne à venir? Mais alors déjà, on pourrait presque rajouter même une 4e étape. Vas-y. Qui est celle de planifier son jeûne ou sa détox. Ouais. C'est important parce que plus on va le planifier à l'avance, plus on va l'enregistrer à l'intérieur de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, et plus on va être prêt, en fait, psychologiquement, même inconsciemment, à tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Et donc, en fait, ensuite, on rentre effectivement dans la 2e étape, qui est ce qu'on appelle la descente alimentaire. Et là, souvent, on dit qu'elle va durer autant de temps que le jeûne en lui-même. Donc, si on s'apprête à jeûner une semaine, on va faire une semaine de descente alimentaire, pendant laquelle on va enlever petit à petit des catégories d'aliments. Donc, en premier, ça va être les excitants, ça va être la cigarette, le café, l'alcool, et puis ensuite les protéines animales. Et petit à petit, comme ça, on enlève les choses qui sont les plus dures à digérer jusqu'aux plus faciles. Donc, on va enlever les protéines végétales, les céréales, et on va finir que aux fruits et légumes pour les 2 derniers jours, pour rentrer tout doucement dans le jeûne. En fait, de bien faire ça, ça permet d'une part de se nettoyer petit à petit. On va se sevrer des choses qui sont compliquées, comme le café, les excitants, et donc déjà traverser des étapes qui peuvent être compliquées, et donc mettre toutes les chances de notre côté pour bien réussir son jeûne et pour pas accumuler des choses qui vont être compliquées à traverser. En plus, ça nous permet de petit à petit réduire le bol alimentaire, nos habitudes, et donc si on le fait bien, on va commencer le jeûne et on ne devrait pas avoir faim, on ne va pas ressentir la faim. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent dans nos séjours, les personnes qui sont surprises de nous dire, mais en fait, je ressens pas la faim, c'est incroyable, ça fait 2 jours, 3 jours qu'on marche et j'ai jamais faim. Et donc ça, c'est vraiment, si on respecte bien la descente alimentaire, quelque chose qu'on devrait ressentir. Ensuite,
Vas-y. Oui. Alors, peut-être juste une question, c'est est-ce que vous recommandez dès le départ de faire un jeûne potentiellement d'une semaine, ou est-ce que ça peut être aussi ça peut avoir du sens de de commencer par un jeûne de 1 jour puis passer à 3 jours et d'aller comme ça un peu en douceur, ou est-ce que finalement il n'y a pas forcément de raison de faire cette démarche là parce que c'est pas si difficile que ça de faire 7 jours même sur une première expérience? Alors, s'il y a une raison de le faire, c'est peut-être parce que ça va rassurer la personne, parce que ça va lui faire peur de jeûner 5 jours ou une semaine. Mais en soi, on l'a dit tout à l'heure, le début, les premiers jours de jeûne, c'est eux qui vont être les plus compliqués, les plus difficiles. Et en plus, c'est un petit peu contraignant quand même, parce que finalement, quand on jeûne une semaine, on va planifier 3 semaines dans son calendrier. C'est pour ça que c'est important, que c'est la première étape de bien le planifier, pour ne pas se rajouter des contraintes, des obstacles, pas rajouter l'anniversaire de la cousine pendant la semaine de préparation, la veille du jeûne, ou le mariage du meilleur copain 2 jours après la reprise. Voilà, on planifie ça vraiment sur 3 semaines. Et donc, comme c'est quelque chose qui est quand même assez contraignant, qui nécessite du temps, et que la phase la plus difficile, on va dire, du jeûne, c'est les premiers jours, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est mieux de commencer directement par un jeûne de 5 jours ou une semaine. Mais encore une fois, ça peut rassurer la personne de jeûner moins longtemps. Et puis, c'est important là de se fier aussi à ses ressentis et de faire ça avec envie et curiosité et avec joie. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça marche. Alors du coup, maintenant, on se projette sur le premier jour de notre semaine de jeûne, imaginons. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, nous, quand les personnes viennent jeûner à Clairières et Canopée, le programme, donc les personnes arrivent le premier jour en fin de journée, on les accueille, on explique le déroulement de la journée, de comment on va éventuellement, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir éventuellement ressentir. Et ensuite, les 5 jours de jeûne qui suivent sont un petit peu sur le même programme du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire qu'il va y avoir un réveil en douceur, un réveil musculaire. Le matin, on sert des tisanes, on peut éventuellement servir des jus dilués à partir du 2e, 3e jour, parce que les personnes, comme on l'a dit, vont être avec une glycémie qui va être un petit peu basse, et le matin, ça peut donner un petit coup de boost sans rompre le jeûne, mais juste amener un tout petit peu de glucose. On a aussi des petits rituels de nettoyage issus de la médecine ayurvédique, comme la lota, qui est un nettoyage des cloisons nasales, ou le gandouche, qui est un gargarisme en fait à l'huile de sésame qui va permettre d'extraire les toxines de la langue, parce que c'est ce qu'on appelle un émonctoire, c'est là où c'est une partie du corps où les toxines vont s'extraire. Donc on jeûne, ceux qui ont déjà essayé le savent, la langue devient assez chargée, assez blanche. Pourquoi? Parce qu'il y a des toxines qui sortent par cet émonctoire. Donc ça, c'est les petits rituels du matin. Ensuite, on part pour la marche. On a en général 2 options de marche, une marche plutôt courte et puis la possibilité de continuer sur une marche plus longue, donc 2 heures ou 4 heures. Et en retour, en début d'après-midi, milieu d'après-midi, souvent c'est un temps pour se reposer, faire la sieste, prendre du temps pour soi, aussi recevoir des soins, des massages. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui fait vraiment beaucoup de bien quand on jeûne, parce qu'avec certains soins qui vont être un petit peu profonds, on va venir déloger les toxines et aider au processus du jeûne. Donc avec la marche, on accélère le processus, on produit également de l'énergie, évidemment, parce que comme on a besoin d'énergie, on va en produire et tout le corps va en bénéficier et le cerveau également, donc on va se sentir plus en forme. Ensuite, je l'ai dit l'après-midi, les soins, et puis chaque après-midi, il y a souvent des ateliers qui sont proposés, donc ça va dépendre des séjours, des encadrants, mais ça peut être des ateliers autour du yoga, autour des remèdes naturels, on va parler de naturopathie, parfois en fin de séjour on va avoir un atelier cuisine, on va parler des huiles essentielles, voilà, il y a plein de thèmes qui sont abordés, c'est plutôt quelque chose de pratique. Et le soir, on va se réunir autour d'un bouillon, donc ça, on l'a expliqué tout à l'heure les bienfaits du bouillon, le pourquoi, mais c'est aussi un moment où on va se réunir, parler de la journée, échanger, prendre la température de chacun, et c'est un moment d'échange qui est important. Et ensuite, après le bouillon, ça enchaîne sur une conférence, une discussion autour d'un thème. Donc là, on peut parler par exemple de la physiologie du jeûne pour vraiment comprendre qu'est-ce qui va se passer dans notre organisme. On va parler également de l'alimentation, on peut parler en fin de séjour de la reprise alimentaire. Donc voilà, toute la semaine, on donne des informations autour de ça. Et en fait, l'objectif pour nous,
c'est que les personnes qui viennent jeûner ne voient pas cette semaine comme seulement une parenthèse, mais vraiment un tremplin. En tout cas, qu'elles le vivent comme un tremplin. C'est-à-dire que on rentre chez soi, c'est pas fini, c'est pas la fin d'une bulle de bien-être. C'est pour ça qu'on parle de mieux-être chez Clairière et Canopée, parce que en fait, l'objectif c'est de leur donner un tremplin, et donc c'est pas la fin, mais c'est le début de changements alimentaires ou d'hygiène de vie ou d'habitude de vie à mettre en place. Et le fait de jeûner ou de faire une détox, ça permet vraiment ça permet de remettre les compteurs à zéro et de mettre en place facilement des changements. Alors l'idée, c'est pas de tout révolutionner, mais de choisir une ou deux choses, et on prend le temps à la fin de chaque séjour, le dernier jour, de faire vraiment un bilan, et que chacun essaie de repartir, de définir une ou deux choses avec lesquelles il va repartir et il va mettre en place dans sa vie. Alors du coup, ce qui ressort, c'est que effectivement, là, il y a beaucoup d'écho. Ah, tu entends de l'écho là? Là, c'est mieux. Bon. Okay. Du coup, je veux dire, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, il y a quand même l'importance de garder une activité, alors une activité physique ou au-delà de l'activité physique, mais de rester actif et de se prévoir des choses. Et donc ça aussi, ça rentre dans la phase de planification, et de se dire que effectivement, c'est pas parce qu'on fait un jeûne qu'on va être à bout de force et qu'il faut rester toute la journée allongé dans son lit ou sur son canapé, mais qu'au contraire, faut prévoir de faire des choses, parce que c'est ça aussi qui va contribuer à la réussite du jeûne. Oui, tout à fait. En tout cas, voilà, nous, quand on jeûne, ça fait vraiment partie du programme. Donc quelqu'un qui voudrait jeûner chez soi, c'est quelque chose qui est important, d'avoir une activité physique, mais qui soit douce. Et la marche, c'est parfaitement adapté chaque jour. Et les soins, les massages, on l'a dit, c'est également quelque chose qui est important. Le fait d'être dans un lieu qui soit neutre, qui soit nouveau. C'est important de pas jeûner chez soi avec les placards pleins de nourriture et puis les habitudes où on va avoir les mêmes habitudes aux mêmes heures. C'est important de rompre avec le quotidien et les habitudes. Donc voilà, c'est pour ça que idéalement, c'est bien de le faire encadré et dans un lieu qui soit propice à ça, et avec une équipe qui soit experte dans le domaine. Mais si on le fait seul, c'est important de respecter, de mettre en place en tout cas ces différents points, ces 3 points. Mmh. Alors, il y a peut-être une question que se posent les gens. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais le fait que effectivement, on fait quoi si, alors je sais pas, peut-être parce qu'on a mal fait sa préparation, mais est-ce que vous auriez des recommandations si une personne, au bout de quelques jours, ou même peut-être plutôt au début du jeûne, a vraiment cette sensation et a vraiment l'impression d'avoir faim, quoi? Alors, honnêtement, nous, on a suivi plus de 3000 personnes, c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais, ça doit se compter sur les doigts de la main, et si ça arrive, à ce moment-là, c'est important, si la descente a bien été faite, hein, bien sûr, ouais, mais voilà, si ça arrive, à ce moment-là, c'est important de l'écouter. Et c'est toujours important d'écouter nos ressentis, et ça, c'est vraiment quelque chose qui vient à la base et qui est primordial. Si la personne sent qu'elle a faim, c'est que c'est pas le moment pour elle de jeûner. Et donc à ce moment-là, on va lui conseiller de passer sur un jus ou sur une cure différente. Mais honnêtement, si la préparation était bien faite, c'est vraiment quelque chose qui est rarissime. Et après, voilà, effectivement, je peux aussi témoigner sur le fait, et malgré tout, je reste, parce que voilà, j'ai forcément moins d'expérience que vous sur le sujet, et donc je trouve ça toujours étonnant de cette capacité justement à rester sans manger pendant plusieurs jours de suite. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, le moment où je vais avoir vraiment cette sensation d'avoir faim et parfois c'est même un peu plus vicieux, c'est que c'est pas forcément de la faim, mais c'est vraiment l'envie de manger quelque chose. Ça, par contre, c'est très juste, c'est important ce que tu pointes. Ouais. Ça va être une des choses essentielles que l'on va découvrir pendant un jeûne, et surtout après un jeûne, c'est la différence entre le besoin et l'envie. Ouais. Et ça va permettre tiens, là, j'ai envie je passe devant une vitrine, par exemple, je vois une exposition de macarons, tiens, j'ai envie de macarons, c'est une envie. Il y a 2 secondes, j'avais aucune envie. Ou alors, je sens une odeur le matin, je passe à côté de la boulangerie, je sens une odeur de pain au chocolat, j'ai envie de pain au chocolat. Encore une fois, c'est une envie. Et il y a plein de faims différentes comme ça. On peut parler de la faim des yeux, du nez, mais il y a des faims qui sont plus sournoises, comme
les faims qui sont liées à l'émotionnel. Je vais vivre quelque chose un petit peu fort, je vais avoir besoin de manger pour venir apaiser ça, puisqu'on sait que les émotions sont beaucoup gérées dans les intestins. Donc il y a tout un tas de faims qui sont en fait des envies et qui sont pas des faims réelles. Et c'est très rare en fait, en tout cas nous aujourd'hui dans nos sociétés, de ressentir vraiment une vraie faim, un vrai besoin physiologique, parce qu'il y a plein d'autres choses qui viennent prendre le dessus, des habitudes, des camouflages, plein de choses. Ouais, et puis du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est que parce que moi, alors du coup, mes expériences ont fait que j'y suis allé petit à petit. J'ai commencé par une journée, 2 jours, 3 jours, comme ça, jusqu'à 6 jours. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que effectivement, à chaque fois que j'arrive on va dire à la dernière demi-journée de mon jeûne, mais que ce soit 2 jours ou 6 jours, en fait, j'ai pas faim du tout pendant toute la période, mais cette dernière demi-journée, c'est le moment où j'ai l'impression que je pourrais manger, je pourrais manger tout ce qu'il y a dans ma cuisine potentiellement, quoi. On est d'accord, et c'est la même chose, quelqu'un qui a jeûné 15 jours ou 20 jours ou 21 jours va ressentir la même chose la veille de la rupture. Alors, pas forcément qu'on peut manger tout ce qu'il y a dans la cuisine, mais on sent en tout cas que la fin approche, et puis donc c'est pour ça que c'est important de le programmer. C'est ce que tu vois, parce que je veux revenir là-dessus sur l'importance effectivement de le programmer et sur le côté psychologique qu'il y a derrière tout ça, quoi. Tout à fait. Et c'est pour ça que de faire une bonne reprise et de savoir comment se fait une bonne reprise, c'est vraiment essentiel, parce que sinon on peut venir vraiment gâcher tout le travail qui a été fait et être sur un effet qui soit pas si bénéfique que ça si on fait une mauvaise reprise. Et en fait, moi je compare souvent la reprise alimentaire à un alpiniste qui redescend de son sommet. Tous les alpinistes le savent. La course, qu'on appelle la course en montagne, c'est-à-dire le fait de faire un sommet et de redescendre, une ascension, est vraiment fini quand on arrive en bas dans la vallée. Et tous les alpinistes le savent, la partie la plus technique, la plus difficile, c'est la redescente. Et il faut vraiment avoir cette image-là quand on jeûne. Souvent, on est encadré pour le jeûne parce que ce serait parfois compliqué de faire et le jeûne et la reprise dans un centre, ou alors trop cher ou trop contraignant, mais c'est souvent la reprise qui est la plus technique et la plus importante à soigner. Donc, il faut vraiment pas négliger cette dernière partie. Et justement, pourquoi elle est si importante? Du coup, c'est pour que les bienfaits qu'on a pu générer jusqu'à présent vraiment se prolongent sur le long terme, c'est ça? Ouais, c'est vraiment ça l'objectif d'une bonne reprise, ouais. C'est en fait ce qui va se passer, c'est que pendant une reprise, on va intégrer petit à petit la nourriture. Donc, on va recréer les habitudes. Et c'est là où ça va être important de bien distinguer les envies et les besoins, parce que une des grandes chances après un jeûne, c'est qu'on est vraiment connecté à nos besoins réels et pas à nos envies. Mais elles peuvent vite revenir, on peut vite confondre tout ça. Donc, pendant une reprise, être très attentif à nos besoins et pas à nos envies, et à reprendre tout en douceur. Et c'est vraiment là où on va arriver à mettre en place des nouvelles habitudes grâce à une bonne reprise. Et du coup, la reprise idéale, ça consiste en quoi? On a autant de jours de reprise qu'on a de jours de jeûne, normalement. Un petit peu comme la préparation, comme la descente alimentaire. Et on va essayer de reprendre l'alimentation avec des aliments qui vont être faciles à digérer. Donc, on va être essentiellement sur des fruits et des légumes pendant les premiers temps, pendant les premiers jours. Ensuite, on va réintroduire progressivement les aliments. On va réintroduire les céréales en évitant bien sûr les céréales qui sont problématiques comme le blé et son gluten, et les céréales qui ont un index glycémique plutôt élevé. On va privilégier celles qui ont un index glycémique plutôt faible, et ensuite on va réintroduire progressivement les légumineuses, les protéines animales si on en mange, et petit à petit les choses qui sont pas forcément ultra bénéfiques pour nous, c'est-à-dire le sucre, le vin, etc. Le café, le thé viennent en dernier dans une reprise alimentaire. Voilà, avec les choses les plus saines possibles, les plus nature possibles, telles que la nature les offre, les moins transformées possibles, en étant bien à l'écoute de ce qui se passe dans le corps et dans les envies et dans les besoins, parce que, comme le disait Guillaume tout à l'heure, normalement après un jeûne, on est très très sensible à nos besoins. En fait, on a
on a rarement besoin ou envie de quelque chose de très sucré ou de très gras ou de très lourd, de très copieux. On a envie de choses très simples et très saines, et c'est seulement en écoutant ces envies et en leur faisant de la place qu'on peut rester connecté comme ça à nos vrais besoins. Et du coup, est-ce que dans vos stages, vous avez des gens qui reviennent régulièrement, ou c'est quelque chose où les gens en général font une expérience et puis après, je sais pas, soit se débrouillent tout seuls ou... Non, il y a beaucoup de personnes qui reviennent et qui reviennent même. Ouais. Là, en ce moment, on est sur un stage et puis on a quelqu'un avec nous qu'on a vu 6 ou 7 fois. Et puis il y a des nouveaux aussi à chaque fois, mais les nouveaux en règle générale reviennent. Ça devient de l'ordre de l'habitude. Après, je pense qu'il y a tellement de bénéfices et que les personnes peuvent vraiment aller mieux sur un jeûne, donc elles ont envie d'ancrer ça dans leurs habitudes. Et bon, voilà, c'est en général on revoit les gens quand même. Ouais, ils reviennent souvent. Mais c'est aussi pour ça que dans les séjours Clairière et Canopée, on essaye de développer différentes destinations, ce qui permet de pouvoir jeûner régulièrement, chaque année ou 2 fois par an, et en même temps de découvrir des nouveaux lieux et de joindre l'utile à l'agréable. Oui, et puis pour être allé sur votre site internet ou sur vos profils sur les réseaux sociaux, effectivement, les lieux que vous choisissez ont l'air très agréables. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment partie de notre base, en fait, des choix que l'on a fait, de notre ADN de Clairière et Canopée, où on veut que ce soit à chaque fois dans des lieux d'accueil qui soient assez exceptionnels. Donc, soit des maisons, là on est vraiment on est en Corse en ce moment dans un détox qu'on a appelé un séjour détox plaisir, où il y a 3 repas détox par jour. Et là, on est dans un relais château 5 étoiles. Mais sinon, on a en général des séjours dans des très belles maisons. Et c'est vraiment la base de Clairière et Canopée. Donc des beaux lieux, à la fois les lieux d'hébergement, mais à la fois les espaces naturels dans lesquels on va évoluer pour les randonnées, puisqu'on croit beaucoup au pouvoir et au bienfait de la nature. Ça marche. Alors si on a écouté cette discussion, qu'on a envie de vous suivre et d'en savoir plus sur vos activités, où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui nous écoutent? Alors il y a le site internet, bien sûr, Clairière et Canopée. On le trouve quand on tape sur un moteur de recherche. On est également sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook et Instagram, où tous les jours on publie des secrets, ce qu'on appelle des secrets, des conseils de naturopathie. Donc chaque mois on va explorer un thème différent. On a déjà exploré beaucoup de thèmes, l'alimentation, les jeûnes, le foie, les plantes. Enfin, voilà. Et donc chaque jour on peut vraiment découvrir un conseil, un secret. C'est quelque chose qui est intéressant. Mais voilà, c'est un petit peu ça, les principaux médias. Ouais, d'ailleurs, je recommande vraiment effectivement d'aller consulter et de s'abonner à votre compte sur Instagram, parce qu'effectivement c'est très sympa, c'est rempli de conseils, mais en plus c'est aussi quand on voit toutes les publications que vous avez fait, c'est vraiment c'est très agréable à regarder, à lire, à suivre, et donc effectivement les gens qui nous écoutent peuvent aussi sur notre site souvent des articles sur notre blog. Et on a également une newsletter à laquelle on peut s'abonner, pareil, sur laquelle on va diffuser de l'information, donc à la fois de l'information autour des articles qu'on va publier, et puis sur les séjours que l'on va proposer. Ok, écoutez, parfait. Eh bien, merci de votre disponibilité pour toutes ces réponses à mes questions. Et puis, à très bientôt peut-être. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Mathilde et Guillaume, encore un grand merci pour votre participation à cet épisode du podcast. Alors je vous rappelle que vous pourrez retrouver les notes ainsi que la retranscription écrite complète de cet épisode sur le lien suivant, extraform.fr/28. Et enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais si j'ai décidé de lancer ce podcast, c'est parce que je me suis donné la mission de favoriser le partage des connaissances afin d'inspirer les gens pour que leur quotidien soit enthousiasmant et épanouissant. Cela passe donc par la publication de ces interviews régulièrement, mais aussi par l'animation du groupe privé Forme Idéale sur Facebook. Vous pouvez nous rejoindre gratuitement et la communauté des idéalistes se fera un plaisir de vous accueillir dans un esprit d'entraide et de bienveillance. L'objectif est de vous aider à avancer et progresser sur vos challenges du moment, que ce soit autour du poids, de l'énergie, de l'activité physique et tout ce qui concerne le bien-être en général.
Pour en savoir plus et accéder au groupe, montrez-moi simplement votre souhait d'y participer et répondez aux 3 questions posées. Vous pouvez imaginer ces questions comme la porte d'entrée du groupe. Prenez le temps de répondre aux questions car c'est important et d'ailleurs, toute demande sans réponse ne sera pas validée. Donc pour nous rejoindre, soit vous passez par le lien suivant, extraform.fr/groupe, ou sinon vous cherchez directement Forme Idéale dans le moteur de recherche de Facebook. Je suis impatient de vous lire et dans tous les cas, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Ciao!